Merci de me recevoir. C'est un grand privilège de pouvoir diffuser, discuter autour de travaux, surtout outre-Atlantique. Donc, peut-être quelques mots pour que vous sachiez mieux à qui vous avez affaire aujourd'hui. Alors, je suis sociologue de la culture, un peu sociologue du travail aussi par la bande, puisque ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse au travail artistique. J'ai d'ailleurs fait ma thèse ici. C'était une étude comparative entre le Québec et la communauté française de Belgique sur les conditions de vie et de pratique des artistes en arts plastiques. Donc, c'était l'objet de ma thèse de doctorat et depuis ce temps, j'ai continué de travailler sur ces questions j'ai continué de travailler sur les plasticiens un peu de façon plus autonome. Une enquête aussi sur les lieux d'art, là, dont quelques conclusions du jour seront tirées. Mais l'enquête sur laquelle s'appuie particulièrement ma présentation aujourd'hui a été menée sur les artistes de la scène. Donc, pour le compte du ministère de la Culture, là, j'y reviendrai dans la présentation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. J'espère que ce que j'aurai à dire résonnera avec votre pratique. Hein. On arrive en terre, je suis un peu en terre inconnue, donc je le souhaite. Si jamais vous avez des questions ultérieures ou des choses comme ça, ou même les gens qui regarderont la vidéo, moi, je suis très accessible par courriel, donc ça me va toujours me faire plaisir de poursuivre les échanges et éventuellement aussi les collaborations, parce que dans le champ culturel, on ne manque jamais de données pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, voilà. Alors, j'ai organisé la présentation autour justement de deux enquêtes sur les métiers de la création, donc vraiment centrées autour des artistes, des pratiques artistiques, des praticiens de l'art en tant que professionnels. Donc, je vous partagerai quelques fruits de ces enquêtes relativement récentes et j'essaierai de terminer sur quelque chose d'un peu plus directement relié à l'Observatoire des politiques culturelles. Donc, quels enjeux pour les politiques culturelles? Donc, évidemment, il n'y a pas de vérité là-dedans. Ce sera, j'y ai pensé en me disant, bon, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens de l'Observatoire des politiques culturelles à Bruxelles? Donc, c'est un peu une façon de synthétiser mes propos autour de la question des politiques culturelles. Alors, les deux enquêtes sur lesquelles je m'appuie, d'abord une enquête qui s'est intitulée « La transition de carrière chez les artistes de la scène au Québec », une enquête que j'ai réalisée en équipe avec particulièrement mon collègue Philippe Barré, qui est, que votre collègue connaît, qui est sociologue du travail, qui travaille à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Donc, je tiens quand même à lui rendre justice. C'est lui qui était le maître d'œuvre de l'enquête, mais on a fait ça pas mal... En tout cas, on était très impliqués tous les deux dans cette enquête. Il y a eu d'autres chercheurs qui nous ont accompagnés aussi. C'était un projet collectif, en fait, qui était la réponse à un mandat lancé par le ministère de la Culture, donc pour la mécanique, puisque je suis dans un endroit où ces choses peuvent vous intéresser. Le ministère a lancé un appel d'offres, donc, vers les chercheurs en disant on cherche une enquête sur les transitions professionnelles dans les arts du spectacle. Donc, c'était un peu inattendu. C'était vraiment le mandat, les transitions professionnelles. Alors, bon, nous, on a répondu à l'appel d'offres. C'est nous qui avons remporté le concours, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste que la question des transitions de carrière, c'était un peu surprenant pour nous que tout d'un coup, le ministère souhaite particulièrement s'intéresser à cette question-là. On se demandait un peu d'où ça sortait. Et il n'y avait pas de définition sur la table. Donc, ils ne nous ont pas dit, voici qu'est-ce qu'on entend par transition de carrière. Ils nous ont un peu laissé avec ça. Donc, ça a produit une enquête que je présenterai plus en détail dans quelques minutes, mais qu'on a, pour laquelle, finalement, on a développé une approche plutôt inductive, parce que la notion de transition professionnelle ou de transition de carrière, elle n'est pas endogène au milieu culturel. Donc, les artistes disent jamais ça, je fais une transition de carrière. Bien au contraire, pourrions-nous dire, j'y reviendrai. Les 4 professions de la scène, donc, concernées sont la danse, le théâtre, la musique et les arts du cirque. Cette enquête s'est terminée, la collecte de données s'est terminée tout juste comme le premier confinement a été déclenché, donc elle date de quelques années. De mon point de vue, en fait, selon la revue de littérature, la veille de littérature que je continue de mener toujours sur les métiers de la création, de la scène aussi,
les résultats sont sont encore pertinents, en fait. Il y a peu de choses qui bougent dans les conditions de vie et de pratique des artistes. Malheureusement, c'est assez stable. C'est assez stable dans la précarité. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup. Évidemment, il y a eu des changements législatifs. Chez nous, il y a quelques années, il y a eu un renouvellement de la loi sur le statut de l'artiste. Donc, on n'a pas un statut de l'artiste comme celui qui est présent en Belgique, où il y a eu d'ailleurs un changement législatif important aussi. Mais à l'échelle, pour l'instant, des praticiens de l'art, il n'y a pas eu un grand, il y a pas eu de grands changements. Donc, c'est des données qui, de mon point de vue de scientifique, sont encore tout à fait pertinentes, surtout qu'une bonne part d'entre elles concerne la dimension plus qualitative de l'attachement au travail. Donc, j'y reviendrai aussi. Et en fait, dernier élément là-dessus, sur la temporalité de cette enquête, avec le recul, je trouve que c'est tout à fait une chance d'avoir eu cet arrêt sur image juste avant le déclenchement de la pandémie, parce que, bon, les milieux de la scène et du spectacle ont été tellement touchés par le grand bouleversement qu'ont été les confinements à répétition dans le monde du spectacle, qu'on pourrait, si on avait fait l'enquête juste après ou pendant, on aurait faussé d'une certaine façon les conclusions. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu attribuer à ce trauma, finalement, ou à ce bouleversement, surtout en ce qui concerne les transitions de carrière. Donc, moi, ce que j'observe avec le recul, c'est que finalement, il y a une forme de retour à la normale, au sens où les données qui sont là, le point de vue des artistes sur leur transition, sur leur trajectoire professionnelle, est revenu à peu près à l'état où c'était avant la pandémie, sauf pour un élément important sur lequel peut-être je reviendrai, mais qui est une espèce en fait, de levée d'un tabou de cette question de la transition de carrière. Parce que maintenant, on en a tellement parlé, les artistes ont tellement dit je vais devoir changer de métier, je ne retournerai plus jamais sur scène, les salles de spectacle ne rouvriront plus jamais. Donc, c'est comme si cette potentialité de changer de métier, de changer de profession était devenue quelque chose de pensable et de légitime d'un point de vue dans l'espace social. Donc ça, je pense que ça change. Et peut-être aussi, éventuellement, des mobilisations plus collectives pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Ça, j'ai l'impression que c'est en train aussi de se mettre en place. Donc, peut-être cette période-là pandémique a permis de lever des tabous, peut-être aussi de faire des expérimentations à partir des ressources qu'ont constitué les programmes de prestations d'urgence qui ont tout d'un coup, imité la situation salariale pour bien des artistes qui étaient payés, pas payés, à contrat en changement. Là, tout d'un coup, ont reçu une prestation régulière, ce qui n'était pas le cas en général dans leur vie. Donc ça a produit aussi des expérimentations. Bref, à suivre, mais tout ça pour soutenir finalement que je vous parle pas avec des données qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, même si elles datent de quelques années. La deuxième enquête sur laquelle je m'appuie, particulièrement pour un point que je vais discuter à la toute fin de la présentation, c'est une recherche que je mène de façon autonome, là, qui a été un bout de temps subventionnée, mais qui ne l'est plus en ce moment, mais qui continue parce que c'est une étude longitudinale. Donc, je l'appelle Monde de l'art en mouvement, qui porte sur les lieux d'art dans le secteur des arts plastiques. Donc, c'est une étude de cartographie sociologique que j'ai menée, que je suis en train encore d'accumuler des données sur Québec et Montréal. Donc, le but de cette recherche, c'est de cartographier les lieux de production et les lieux de diffusion, donc tout ce qui est galeries, musées, centres d'art, centres d'artistes, etc., de 1980 à nos jours. Donc, je suis retournée dans les archives, dans les journaux, pour essayer de trouver les lieux qui étaient où il se passait de la diffusion artistique. Et l'objectif de tout ça, et la production aussi, mais ça, c'est plus difficile. Il faut retourner dans la mémoire du milieu pour avoir des lieux. Ça, on les suit plus depuis 2000 à peu près. Là j'ai plus de données fiables sur les lieux de production. Mais donc, l'objectif de ces cartographies évolutives, c'est de comprendre un peu comment, dans une ville, les lieux d'art se déplacent, en fait. Et quel mouvement suivent-ils? Est-ce que c'est les lieux de diffusion qui suivent les lieux de production? Est-ce que c'est l'inverse qui se passe? Quel rapport avec les dynamiques de spéculation immobilière, par exemple?
les mouvements de popularité de certains quartiers, la manière dont ils sont habités, et aussi en rapport avec les politiques publiques, donc parfois de soutien au développement de certains quartiers, au développement de quartiers culturels, ce genre de choses-là. Donc, on croise en fait nos cartes évolutives avec le calendrier des politiques culturelles pour voir s'il n'y aurait pas des choses à remarquer, effectivement, et on essaye de voir par ailleurs ce qui se passe dans les dynamiques immobilières des villes. C'est passionnant, on voit plein de choses que je ne vous présenterai pas en détail aujourd'hui, mais il y a aussi des leçons à tirer, disons, pour ce qui concerne particulièrement justement l'impact des politiques publiques. Vous m'arrêtez à n'importe quel moment si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, quelques mots sur l'enquête sur les transitions de carrière pour vous la présenter particulièrement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la transition de carrière ou la transition professionnelle n'est pas une notion usuelle dans les milieux de la création. C'est quelque chose que les artistes... mais c'est quelque chose auquel les artistes pensent, sans nécessairement le dire, sans que ce soit une thématique de réflexion collective. Donc, cette enquête devait commencer par laisser eux-mêmes les artistes s'exprimer sur cette question au contour flou, en fait. Donc, c'est une enquête qu'on a menée de façon très inductive en essayant de voir comment on pouvait comprendre la pratique artistique, finalement, par un peu l'envers du décor. Donc, le moment, on pourrait dire, où dans une trajectoire artistique, la personne se dit « Est-ce que j'arrêterais pas là? Atteindre une limite, finalement. » On a interviewé et on a fait notre sondage auprès d'artistes en exercice, mais on leur a donc posé toutes sortes de questions du type « Avez-vous déjà pensé à arrêter, à mettre fin à votre carrière d'artiste? À partir de quel type de logique? Pourquoi? Quels étaient les facteurs qui vous amenaient dans cet horizon de pensée-là? Est-ce que vous avez déjà arrêté et repris? » Et on a en même temps utilisé cette occasion de ce sondage pour accumuler énormément de données du type de celles qui sont là, études sur toute la dimension socio-économique du travail artistique, donc le type de revenu, le type de prestation, combien de temps dans l'année, le temps de travail artistique, le temps de travail non artistique, les revenus tirés de l'heure, les revenus pas tirés de l'heure, l'intégration au programme de sécurité sociale, les affiliations professionnelles. Donc, il y a beaucoup de données dans cette enquête, qui est d'ailleurs disponible publiquement, pour comprendre un peu mieux les contours réels, les contours, on va dire, objectifs de ces métiers de la création. C'est un sondage, il y a eu un sondage, là, vous voyez, le dispositif était en 3 parties, donc on a fait des entretiens avec les intervenants aussi des milieux artistiques, notamment les institutions d'enseignement. Au Québec, on a une petite société avec peu d'écoles de formation professionnelle en art, donc on s'est permis cette folie de viser l'exhaustivité et on est parvenu. Donc, on a rencontré toutes les directions ou le personnel des écoles, les principaux représentants des organismes qui sont mandatés pour représenter et défendre les droits des artistes, etc. On a fait une série d'entretiens dans le cadre d'un projet pilote d'accompagnement à la transition professionnelle, mais ce dispositif-là a plutôt dû être interrompu à cause de la pandémie. On n'avait pas terminé ces entretiens-là, mais néanmoins, on en avait quand même une vingtaine d'entretiens très en profondeur avec des artistes. Mais le dispositif principal à partir duquel on a collecté nos données, c'est un sondage en ligne qui a eu un très grand succès statistique. Donc, je suis toujours très fière de cette enquête parce qu'on est dans une société encore là où on peut estimer le nombre d'artistes professionnels entre 10 et 15 000 probablement. Donc, un sondage qui rejoint 1000 personnes, on est très content. On a des données qui sont très fiables, assez représentatives finalement de cette population. C'est un questionnaire, son succès est également surprenant parce qu'il était plutôt long. Il comportait 60 questions, prenait presque 1h30 à remplir de façon complète. On a quand même obtenu 834 questionnaires complets. Donc, ça nous a indiqué aussi, en sociologue, que, il y avait un intérêt aussi du côté des communautés artistiques, des artistes eux-mêmes, à
participer à une telle enquête qui s'intéressait à leur réalité. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une enquête sur les conditions des artistes. Donc, je pense qu'il y a eu un engouement aussi de dire, bon, enfin, il y a quelqu'un qui vient nous poser la question sur comment on vit, finalement. Donc, je pense que ça fait partie de ça, du succès. Nous avons essayé de sonder donc à la fois la réalité objective, comme je vous disais, la rémunération, le rythme de travail, etc., mais aussi la réalité subjective. Donc, il y avait beaucoup de questions dans ce sondage qui essayait de, c'est ça, faire les contours à la fois de cette question de la potentialité de l'abandon de la carrière artistique. Et ça nous a mené finalement à identifier des éléments intéressants sociologiquement, comme par exemple les limites du travail artistique, les frontières ou à partir duquel, pour le dire un peu de façon lapidaire, la vocation ne suffit plus à supporter la passion du métier artistique. Donc, quelques caractéristiques du travail artistique. Je ne vous apprendrai pas grand-chose à vous sur ces questions-là, mais simplement pour pouvoir mettre la table et peut-être de votre point de vue, voir comment finalement les situations se ressemblent malgré l'Atlantique qui nous sépare. Donc, quelques caractéristiques. Bien, d'abord, une précarité multiforme que vous connaissez aussi par les enquêtes que vous menez ici, je crois. Donc, de quoi est faite cette précarité? C'est un peu le bénéfice de ces enquêtes qui vont un peu plus loin, c'est qu'on en sait un peu plus que juste, bon, c'est difficile de gagner sa vie. Oui, ça on sait. Mais de quoi est faite cette précarité? Alors, nous, on a pu réaliser que, bon, la précarité économique continue d'être quelque chose quand même de très important comme phénomène. Continue d'être le facteur majeur qui va provoquer des abandons de carrière artistique, évidemment. Donc, concrètement, hein, on est à une majorité claire parmi les artistes qui nous ont répondu qui retirent moins de 20 000 $ canadiens par année de leurs activités artistiques. Pour vous donner pour vous donner une idée, le loyer moyen, c'est à peu près 1 000 $. Donc, on n'arrive pas à vivre avec ça d'aucune façon possible. Et ça, c'est le revenu artistique qui inclut aussi, là, dans l'enquête qu'on a menée, les aides publiques à la création, qui ne sont pas généralisées là, chez nous. Donc, on est dans une situation où structurellement, dans le milieu, bien, il n'y a pas grand monde qui vit de son art. Ce sont des extrêmes exceptions. Ce qu'on remarque, c'est que d'un point de vue économique, cette précarité est généralement épongée, si on veut, ou équilibrée, comme toutes les enquêtes sur le travail artistique le montrent, par des emplois abris, comme dit Pierre-Michel Menger, donc des emplois de substitution qui permettent de supporter cette double économie de l'artiste, hein, qui à la fois investit dans sa pratique, donc ça coûte quelque chose de maintenir une pratique professionnelle en art pour la plupart des artistes. Et puis, bien, pour supporter cela, puisque ça ne s'autofinance pas, ça prend un revenu d'appoint. Ça a conduit quand même à des conclusions intéressantes sur la question du travail lui-même ou du paradigme contemporain du travail, mais j'y viendrai un petit peu plus loin. En fait, ce qui devient intéressant aussi, c'est de réaliser que la précarité économique des artistes est tellement généralisée qu'en fait, tout le système culturel, tout le système de la diffusion culturelle repose en fait économiquement sur cette précarité. Donc ça, c'est une conclusion à laquelle nous, on en vient, puis ça sera dans les conclusions qui concernent aussi les politiques culturelles. Quelques autres éléments qui concernent la précarité. Donc, non seulement ce sont des revenus généralement faibles, mais aussi très irréguliers, donc qui n'ont pas la même signification non plus tout au cours de la vie, hein, qui se déploient dans une temporalité particulière qui est celle des trajectoires artistiques. Donc, au début, on s'en accommode très bien. Quand on est jeune, ça va bien. Souvent, ça devient une frontière progressive à mesure que les besoins changent, que les désirs changent au fil de la vie. Donc, plusieurs nous ont dit, bien là, moi, j'arrive à un temps dans ma vie où j'aimerais bien avoir une famille. Donc là, tout d'un coup, cet enjeu de la précarité économique devient un enjeu alors qu'il ne l'était pas précédemment. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant de voir. Et cette temporalité, bien, ça joue un rôle dans la réflexion autour de la transition professionnelle, bien sûr. On a remarqué aussi, surtout par les témoignages
par les endroits dans le sondage où les artistes pouvaient s'exprimer plus librement dans des questions ouvertes, que, en fait, cette précarité-là et sa temporalité particulière finit par produire ce qu'on a appelé une usure, donc en adéquation avec la sociologie du travail. Donc, il y a une usure de la précarité. À un moment donné, ça commence à bien faire, pour le dire de cette façon-là, un peu en paraphrasant les artistes. La précarité économique se lie à d'autres formes de précarité qui concernent aussi particulièrement les politiques, c'est-à-dire une précarité statutaire, une protection sociale qui est souvent soit inefficace, soit mésadaptée, soit peu accessible finalement à cause de la structure même du travail artistique, de la constitution même des carrières artistiques, donc par exemple des fonds de retraite, des mutuelles, de la protection sociale en général, qui devient compliqué finalement à acquérir pour ces travailleurs-là. Voilà, c'est ce que j'en dirais pour le moment, dont une autre caractéristique. Oh, c'est un peu foncé. Bon, c'est lisible quand même. La question du rythme, hein, qui est une autre particularité des carrières et des trajectoires artistiques qui ressort vraiment de l'enquête. Donc, une rythmique, une trajectoire professionnelle qui est rythmée particulièrement. Premièrement, l'avancement en carrière, hein, ce qui est classique dans la plupart des occupations professionnelles. Donc, on commence en bas de l'échelle et tranquillement, on va vers de plus en plus de sécurité et de stabilité d'emploi. Mais ça ne fonctionne pas dans les carrières artistiques. Tout peut arriver. Tous les cas de figure sont possibles. On peut effectivement acquérir une situation plus confortable, plus stable en avançant en carrière, mais ce n'est pas du tout gagné. Et dans les arts du spectacle en particulier, parfois, plus on avance, plus on recule. Et notamment pour les femmes, dans le monde du spectacle, l'avancement en âge est plutôt un gage de perte, en fait, de légitimité, de perte de contrat, d'embauche, etc. Donc, c'est des parcours professionnels qui sont, du point de vue du travail, finalement, accolés à un rythme, à un avancement qui est vraiment, qui ne correspond pas finalement à ce à quoi on s'attendrait d'une progression de carrière, ce qui multiplie aussi les incertitudes. Toutes sortes de types d'incertitudes superposées. Donc, souvent dans les arts du spectacle aussi, on se retrouve avec des absences de contrat, des variations dans l'embauche, parfois des propositions simultanées qui placent les travailleurs, les professionnels dans des situations, dans des dilemmes très difficiles. Le téléphone ne sonne pas pendant 2 ans, puis tout d'un coup, il sonne en même temps pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais choisir? Comment je vais orienter mes choix? Donc ça, c'est une dimension de l'enquête dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il y a toute une étude à faire de ce qui oriente les choix dans des trajectoires professionnelles en culture et en art. Finalement, aussi, une certaine complexité de ces métiers ou de ces occupations professionnelles, donc qui parle entre autres de la difficulté à concilier l'inconstance des engagements et la constance de la nécessité de se maintenir au top, pour le dire comme ça, dans ses performances. Donc, une espèce d'invisibilisation par la bande de tout un travail d'entraînement, on pourrait dire, et de conservation de la compétence, de l'aptitude dans le travail artistique, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, en fait, qui est difficile à saisir par les enquêtes, parce qu'on demande aux artistes quand est-ce que tu travailles. Puis là, bien, c'est au moment où ils travaillent, mais un bon saxophoniste répète qu'il ait un contrat ou pas, parce que sinon, il n'y aura plus jamais de contrat. Donc, dans les arts du spectacle, dans les arts, particulièrement les arts du cirque, la danse, c'est un entraînement physique qui est un investissement très important sur le corps et qui demande donc du temps et, dans certains métiers, de l'espace spécifique, donc des lieux de répétition. Je fais déjà un petit lien avec la question des lieux. Donc, bref, même si on pourrait croire que la routine nuit à la création artistique, bien, en fait, l'instabilité aussi. Il y a une forme de routine, de routinisation du travail artistique qui est nécessaire au maintien de la compétence, puis éventuellement au succès dans la carrière. Donc, c'est un espèce de paradoxe. Oui! Ah, il est parti. Voilà. C'est l'ordinateur. J'aurais dû l'arrêter, mais je n'ai pas pensé. Puis là, bien, on est lancé alors.
Vous me ferez signe quand ça éteint. J'essaie d'y arriver avant, mais je ne le vois pas toujours. Dernier élément de ces caractéristiques pour faire le résumé finalement de cette enquête, évidemment l'attachement identitaire. C'est une caractéristique qu'on connaît bien des métiers de la création, du travail artistique. Donc, cette espèce de relation finalement qu'on a souvent nommée sous le vocable de la vocation. Donc, cette relation vocationnelle finalement à l'occupation professionnelle. Bon. Des comptables qui ont la vocation, ça existe, mais on va dire c'est plus rare. Dans le contexte de précarité dans lequel s'exercent ces métiers, on en arrive souvent finalement à expliquer la persistance des trajectoires professionnelles en art par cet attachement identitaire. L'enquête qu'on a menée ne dit pas le contraire, en fait, montre que souvent, effectivement, moi, j'ai préféré nommer ça attachement identitaire plutôt que vocation ou attachement vocationnel, parce que, bon, je trouve que la vocation, ça implique toutes sortes d'autres représentations qui sont différentes, mais finalement, ça reste que c'est ce qu'on entend, c'est toute ma vie. Je vous ai mis une citation tirée de l'enquête là, qui est tout à fait ça. Là. Puis bon, les enquêtes sur les artistes continuent de redire cette chose. Comment décomposer un peu cette question de l'attachement identitaire? Bien, d'abord, sociologiquement, il s'explique aussi dans la trajectoire, c'est-à-dire que souvent, particulièrement chez les artistes de la scène, donc les comédiens et les musiciens, c'est un attachement qui remonte très loin. Donc, l'investissement dans cette pratique, dans ce développement, dans cette compétence-là, arrive souvent très tôt dans la vie. Et parfois un peu sans que la personne y soit pour quelque chose. Bon, papa, maman m'a inscrit à des cours de piano et puis a encouragé ça et puis voilà, hop, j'ai découvert ça. C'est ce qui est le plus souvent derrière la fameuse phrase « mais j'ai toujours fait ça ». Mais j'ai toujours fait ça. Parfois, ça s'ancre quand même dans un parcours de formation qui est réorganisé dans le récit personnel de la trajectoire artistique comme une espèce de toujours déjà qui fait dès le départ partie de l'identité de la personne. Cet attachement identitaire se construit aussi dans la formation artistique. Donc, ce qu'on a remarqué dans la partie de l'étude qui s'approchait plus des institutions, c'est qu'en fait, c'est la représentation du métier d'artiste qui est la plus diffusée, finalement. On pourrait utiliser le mot idéologie pour le dire comme ça, mais ça serait au sens très classique, donc sans caractéristiques, sans connotation péjorative. Donc, c'est un récit sur cette pratique et ce qui est souhaitable. Donc, les écoles d'art, à l'exception des écoles des arts du cirque qui ont adopté quand même une autre voie pour travailler sur cette question de l'implication ou de l'engagement dans la carrière artistique, chez les danseurs particulièrement, chez les comédiens et chez les musiciens aussi en musique, on a quand même, dans une moindre mesure, effectivement, on a cette transmission par les institutions d'enseignement de l'importance de l'engagement identitaire et vocationnel. Et parfois, ça passe par des pratiques très concrètes. Par exemple, au Québec, les étudiants de l'École nationale de théâtre n'ont carrément pas le droit d'occuper un emploi à côté de l'école. Ils doivent être disponibles, c'est dans le contrat d'enseignement, ils doivent être disponibles 24 heures sur 24 pour l'école. Donc déjà, ça indique tout de suite, ça place tout de suite cet engagement corps et âme, finalement, dans la pratique, au cœur même du processus d'enseignement. En danse, le don de soi pour accomplir le projet artistique du chorégraphe, souvent, ou de la chorégraphe, est demandé aussi par les écoles de danse. Donc, il y a même des processus, des stratégies au cœur même de la pédagogie qui encouragent cette vision de la pratique artistique sans limite, donc hors travail. Donc, quelque chose qui n'est pas un emploi. C'est pas du 9 à 5, punch in, punch out. Non, c'est tout le temps, c'est toute ta vie, c'est tous les jours, c'est le dimanche midi, si c'est nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment transmis encore dans les écoles.
L'ambiance aussi dans laquelle baignent les jeunes artistes au début de leur parcours professionnel, à la sortie des écoles, continue de renforcer cette vision d'un attachement complet et d'un engagement sans limite dans l'art, parce qu'au début d'une carrière, bien, il faut tout accepter, tout faire, tout essayer. Et c'est comme ça dans la communauté autour de soi. C'est plus tard dans l'avancement en âge et souvent dans la trajectoire où là, tout d'un coup, apparaissent des limites et des désirs de limites, une fatigue. L'usure peut être à la fois celle de la précarité et celle du corps, hein, où là, on se dit, mais attends, je prendrais bien un petit congé, là, je prendrais bien une fin de semaine, j'aurais besoin de me reposer. Donc, ce besoin de repos, il n'est pas là au moment de la construction de l'identité professionnelle dans les premières années. Bon, parce que notamment parce que ces gens sont jeunes, n'est-ce pas? OK, je laisse ça de côté pour l'instant. Le constat dans lequel, un des constats principaux sur lequel notre enquête nous a permis que notre enquête a permis finalement, pardon pour le cafouillage. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que toute cette structure complexe du point de vue de la pratique quotidienne et du point de vue de la reproduction de la vie. Donc, comment je vais faire pour gagner des sous, pour pouvoir payer mon loyer, alors que je suis complètement immergée dans une pratique qui me laisse très peu de temps et d'énergie pour faire autre chose, en fait, amène une situation un peu paradoxale. Les artistes sont souvent des personnes aux compétences multiples, assez précieuses et même assez recherchées, un peu multitâches, capacité à gérer des projets, à s'organiser dans le temps, assez disciplinées, contrairement à la représentation populaire de l'artiste, assez peu fantasques dans l'organisation de leur travail, qui doit être assez systématique, bien organisé. Donc, des personnes compétentes, souvent très formées, souvent, de plus en plus souvent, ayant obtenu un diplôme de deuxième cycle universitaire même, mais dont l'occupation professionnelle principale ne parvient pas finalement à les protéger de la précarité. Donc, ce sont des personnes qui, selon l'enquête qu'on a menée, selon leurs témoignages, seraient intéressées à partager leur temps entre leur occupation artistique, instable et atypique, et une occupation professionnelle alternative plus stable. C'est un des constats majeurs de notre enquête, c'est que finalement, le désir prétendu des artistes de ne faire que ça et de ne vivre que de leur art, en fait, c'est pas ce que les artistes qu'on a sondés nous disent. Ils nous disent qu'ils aimeraient bien vivre de leur art, mais qu'un aménagement de leur temps de production qui leur permettrait de consacrer le plus clair de leur temps à leur pratique artistique, mais qui leur permettrait aussi d'avoir une occupation intéressante et bien rémunérée, serait un idéal de vie tout à fait acceptable. Or, ce à quoi ce qu'on arrive à voir, c'est que ces occupations alternatives qui pourraient permettre cette espèce de double vocation, de double économie, ils ne sont presque pas existants. Donc, les artistes qui voudraient partager leur temps doivent se rabattre sur ce qu'on appelle en bon québécois des job-ins, donc des emplois de mauvaise qualité, encore plus précaires, très peu payés, très passagers, avec aucune sécurité d'emploi, avec aucun fonds de pension qui se ramasse en arrière, rien du tout. Donc, des petites jobs, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, un petit peu de médiation culturelle par-ci, un petit peu de gestion de bon par-là. Et donc, cette instabilité-là de l'emploi alternatif fait en sorte que les artistes se retrouvent devant un choix cornélien. C'est soit je vis ma vie, je suis bien payée, je me trouve un bon emploi, mais là, c'est 40 heures par semaine, 50 semaines par année, et je dois abandonner ma pratique artistique, ou alors je continue cette pratique à laquelle je tiens et où je me sens compétent, à laquelle je suis attachée, à laquelle je crois socialement aussi, éthiquement,
mais à ce moment-là, je suis condamnée, en fait, à la précarité. Ça, c'est la conclusion, le constat majeur de notre enquête, c'est qu'il semble y avoir peu de places, en fait, il y en a quelques places sociales, notamment dans l'enseignement des arts, qui permet cette espèce d'aménagement-là efficace. C'est ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui vivent le mieux, ceux qui vivent le mieux aussi cet attachement identitaire, ceux qui sont plus nuancés. On voit que ça marche, en fait. Donc ça, c'est peut-être éventuellement quelque chose à réfléchir du côté des organisations culturelles, parce qu'en fait, les artistes étant des gens compétents, je pense que les organisations, notamment en culture, gagneraient à intégrer plus d'artistes dans des équipes stables. Mais le modèle du travail, le paradigme du travail salarié habituel rend ça très compliqué. Pour les artistes, ça les met devant un choix. Alors, c'est pas facile de monter un bureau d'études avec juste des gens à temps partiel ou avec des gens flexibles qui pourraient partir en tournée de temps en temps, mais ça pourrait être quelque chose à réfléchir, finalement, du côté du paradigme du travail. Alors, j'en viens à trois éléments, et après j'ai terminé. Ça va, je ne suis pas trop longue encore. Trois éléments qui concernent finalement particulièrement peut-être justement l'implication ou l'importance des politiques publiques. Donc, je vous ai dit que je parlerai un petit peu de l'enquête sur les lieux. Les lieux de production, les lieux de diffusion, mais restons les lieux d'art en général, donc gardons cette catégorie plus vaste, subissent également beaucoup d'assauts, notamment de la spéculation immobilière, qui constitue finalement une autre forme de précarisation des pratiques artistiques. Sur cet aspect, l'enquête sur les mondes de l'art en mouvement montre que les politiques publiques ont un énorme impact. Les lieux d'art peuvent être protégés de la spéculation par des mesures spécifiques, d'un encadrement de la... en fait, ça s'est fait à Montréal notamment. Il y a eu des bâtiments qui ont été volontairement protégés par la municipalité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites et qui collaborent de façon directe à la vitalité culturelle et artistique d'une localité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, la question des lieux. Puis souvent, on l'oublie, on a l'impression que la production artistique est plus dématérialisée qu'elle ne l'est en réalité. Mais bon, finalement, un band de jazz, il faut bien que ça répète quelque part ensemble. Puis un appartement de 3 pièces, c'est moyennement adapté, on va dire. Donc, les lieux de production, non seulement pour les artistes en arts plastiques, évidemment, qui ont encore besoin d'ateliers, mais les lieux de répétition pour la danse, pour la musique, ce sont des choses, ce sont des ressources qui sont nécessaires finalement à la création artistique et qu'on oublie souvent. Donc, ça peut être du côté des politiques culturelles, la protection d'espaces, de bâtiments. Ça peut être aussi la mise à disposition de bâtiments publics dont les coûts, dont la propriété est assumée publiquement. Mais finalement, le nerf de la guerre, c'est le droit de propriété. Et ça amène à d'autres alternatives qui sont intéressantes parce que les politiques publiques peuvent aussi encourager la mise sur pied de modèles de propriété alternatifs. Donc ça, c'est une des choses dont j'aime bien parler parce que c'est en train on est en train de trouver, en tout cas à Montréal, il y a quelques expériences, des alternatives de propriété qui permettent souvent la collaboration entre les propriétaires d'origine. Donc, par exemple, des familles qui possèdent des anciennes industries, classiquement dans le domaine textile, là, à Montréal, j'ai des exemples en tête, qui sont des anciennes usines textiles qui ne sont plus utilisées parce que, bon, l'industrie a été délocalisée, c'est fermé, etc. Mais donc, ces bâtiments-là sont là. Le propriétaire n'est pas prêt à s'en départir immédiatement et, bon, il en tire encore un bénéfice ou il veut laisser ça en héritage à ses enfants. Donc, on est souvent dans des dynamiques aussi qui sont assez complexes. Hein? Le rapport à la propriété, c'est quelque chose de compliqué. Et, bon, il y a des expériences présentement en cours qu'on appelle des baux amphithéotiques. Donc, c'est des baux qui sont signés pour des périodes très longues. Donc, le propriétaire reste le propriétaire, mais ça devient une espèce de fiducie de gestion, souvent coopérative, organisée de façon coopérative. Donc, c'est des artistes qui signent ce bail
de 100 ans ou quelque chose comme ça, de 50 ans, et qui peuvent utiliser le bâtiment à des fins créatives sans rompre le lien de propriété d'origine. Donc, c'est des alternatives qui sont assez intéressantes. Il y a aussi des copropriétés de type coopérative qui semblent être une voie d'avenir aussi. Mais évidemment, pour que ça arrive, ça prend souvent une intervention des pouvoirs publics qui garantissent en fait que ça va fonctionner. Donc parfois, ça ne coûte rien à l'État, mais ça coûte un peu de risque, c'est-à-dire, oui, on va surveiller, la municipalité appuie le projet et là, tout d'un coup, tout le monde est rassuré, la banque est rassurée, tout se passe bien. Et il suffisait en fait d'un soutien. Donc ça, c'est vraiment des politiques de soutien finalement à la persistance, on pourrait dire, de lieux créatifs relativement stables. La stabilité est c'est mon dernier point là ici, la stabilité de ces lieux est un enjeu majeur. Oui, c'est bien prêter un bâtiment pour quelques années pour que s'y installent des artistes, mais une communauté artistique bien implantée dans un quartier, c'est aussi une valeur ajoutée pour l'ensemble du quartier. C'est une gentrification culturelle douce, parce que les artistes étant des travailleurs très précaires économiquement, ben c'est pas non plus des gens qui vont gentrifier à la hausse. Donc souvent, la mixité sociale demeure autour des quartiers occupés par des artistes. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, eux non plus, ils n'ont pas tant d'argent, donc le sandwich ne va pas exploser de prix juste à côté. Et ça marche plutôt bien dans l'ambiance. Donc, on a des cas comme ça à Montréal et à Québec là, que j'ai vus. Et malheureusement, ce sont des grappes ou des quartiers qui sont actuellement très menacés justement par la spéculation immobilière. Donc, c'est encore à suivre. Un autre élément sur lequel les politiques publiques ont un grand impact, c'est la reconnaissance du travail artistique, particulièrement de la part des institutions culturelles. Donc, j'ai dit que je ne parlerai pas trop de vocation, mais néanmoins, la représentation du travail artistique que véhiculent les institutions et éventuellement les politiques culturelles est quelque chose de majeur en termes d'impact sur la reconnaissance du travail artistique. Donc, toute la dimension du travail invisible, du travail d'entraînement, de l'investissement, de la prise de risque, c'est quelque chose qui pourrait être plus mis en avant. Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques années, le Musée des beaux-arts du Québec a décidé de lancer un site Internet pour présenter sa collection de façon numérique. Alors, les artistes ont dit, bien, très bien, vous voulez diffuser nos œuvres en numérique, alors c'est combien vous offrez? Et le musée a dit, mais on n'a pas d'argent pour ça, donc on peut pas vous payer, mais ça vous fait de l'exposition, ça vous donne de l'exposure. Oui, très bien, mais bon, ça ne paye pas le loyer, l'exposition. Donc, là, il y a un problème pour moi de reconnaissance de la part d'une institution majeure qui elle-même est précarisée, bien sûr, par des budgets raréfiés, mais qui ne joue pas, en quelque sorte, son rôle de médiation de médiation économique, finalement, et pour favoriser, finalement, la reconnaissance du travail artistique en disant, bien, non, mais là, on ne peut pas vous payer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez régulier. La nouvelle loi au Québec sur le statut de l'artiste donne quand même un peu plus d'outils pour, par exemple, faire des contrats types pour les droits d'exposition ou les droits de diffusion, les droits de diffusion à l'image. Mais bon, c'est encore assez parcellaire. Les politiques culturelles pourraient avoir un impact positif en forçant un peu parfois, d'une part, les institutions à intégrer dans leur réglementation une reconnaissance plus claire du travail artistique invisible et d'autre part, en tirant la sonnette du côté des budgets publics pour dire, bien, en fait, pour que ceci arrive, il faudrait que cela descende. Il faudrait que les budgets soient présents pour soutenir aussi les institutions culturelles qui elles-mêmes sont raréfiées. Donc, il y a quelque chose dans
dans cette grande chaîne de production, finalement, qui est important. De mon point de vue de sociologue de la culture, un des éléments centraux de ce réaménagement ou de cette reconnaissance du travail artistique invisible, c'est vraiment la vision sociale ou la représentation sociale de ce qu'est un artiste. Et là, bon, il y a tout un travail à faire, mais encore une fois, j'ai envie de prendre un exemple du monde muséal. Mais quand on produit des grandes expositions, des grands blockbusters d'expositions autour de grands artistes de la modernité, par exemple, bien évidemment, ce qui est mis en avant, c'est souvent la mythologie de l'artiste inspiré, pour qui l'art, la création est quelque chose de facile, de donné, de presque débordant, si on veut. Et cet imaginaire-là de l'artiste, je crois, finalement, est assez nuisible aux conditions de la reconnaissance du travail artistique. Allez. Ah, il ne veut plus. Il ne veut plus. Ah, c'est parce que ma souris était... Voilà. OK. Dernier élément, et après, c'est ma conclusion. J'ai intitulé la diapo « L'amour de l'art, une affaire d'État » pour parler de la dimension de l'éducation à l'art, qui est quelque chose de très important, qui est une dimension fondamentale des politiques culturelles. Et je pense que à cette enseigne, finalement, les politiques sont des vecteurs de la vitalité artistique lorsqu'ils encouragent finalement l'éducation à l'art. C'est quelque chose qui est revenu aussi beaucoup dans l'enquête sous la forme d'une critique envers les institutions, les subventionnaires, en disant bien, il y a de plus en plus de conservatisme dans ce qui va être accepté, adoubé, parce qu'on tente de rencontrer un public qui est en quelque sorte de moins en moins éduqué. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais chez nous, il n'y a pratiquement plus de cours d'art dans les écoles. Donc, quand le couperet tombe dans l'éducation, il ne tombe pas sur les gymnases, sur le sport ou sur les mathématiques, qui est quand même une bonne chose, mais il tombe sur les activités culturelles, sur l'éducation aux arts. Donc, évidemment, à terme, ça a aussi un impact sur la disposition du public. Mais le deuxième élément sur lequel je veux dire quelque chose, c'est l'innovation ou la nouveauté que constitue la multiplication des programmes de médiation culturelle. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en Belgique, donc je vais parler de ce que je connais. Je vais donner l'exemple du Québec. Mais dans cette espèce de volonté d'accomplir une mission sociale de la culture, qui est à la fois une façon de légitimer les financements publics en disant bien, c'est bon pour tout le monde, donc oui, on va financer la culture, on augmente de plus en plus la portion des budgets qui est consacrée à la médiation culturelle. Ce que je remarque dans les organisations artistiques, dans les collectifs, disons les centres d'art, les centres d'artistes autogérés, c'est que de plus en plus, la médiation culturelle devient une exigence de la part des institutions pour financer les projets artistiques. Donc, il faut qu'il y ait un volet, c'est bon pour la société, il faut qu'il y ait un volet, oui, médiation culturelle. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que cette dimension médiation, cette dimension animation culturelle, si on veut, elle est financée à même les budgets de la création. Donc, il n'y a pas d'ajout. C'est devenu une espèce de mélange. Et malheureusement, toujours dans le même esprit de dire, bien, le travail artistique est peu reconnu à sa juste valeur et dans toutes les ressources et l'investissement qu'il nécessite, bien, en fait, pendant que l'artiste fait de la médiation, oui, il travaille à la reconnaissance de l'art, mais il n'est pas en train de travailler au développement de son travail artistique. Donc, pour moi, il y a une forme de... il faut rester vigilant, finalement, du côté des politiques culturelles pour éviter une espèce de détournement, finalement, des aides à la création vers l'animation culturelle, finalement, qui, à terme, se nourrira pas de grand-chose s'il n'y a plus de création innovante de base. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller, je pense, du côté
des politiques culturelles parce que finalement, comment on fait pour, comme la question qui est là, comment encourager finalement le développement d'initiatives de médiation culturelle sans précariser davantage les artistes et un peu leur forcer la main en disant, bien, tu sais, c'est une bonne façon de gagner de l'argent, mais pendant ce temps-là, tu n'es toujours pas en train de répéter. La médiation artistique, c'est quelque chose qui est plus fort au Québec du côté des arts visuels, des arts plastiques. Mais dans le monde du théâtre, dans le monde de la musique contemporaine aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus finalement nécessaire finalement pour justifier les demandes de subsides de la part des organisations artistiques et culturelles. Encore là, je ne sais pas si ça résonne pour vous, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, en conclusion, d'après la lecture, on va dire un peu synthétique de l'ensemble de recherches sur les métiers de la création que je consulte, que j'ai mené, que je vous ai présenté en quelques mots, les politiques publiques en culture ont énormément de pouvoir pour favoriser la vitalité culturelle, pour favoriser l'innovation dans la création artistique. Mais c'est à la condition, d'une certaine façon, de veiller à préserver une qualité de vie, une qualité de soutien, d'une part pour les professionnels de la création, donc de protéger les métiers, et aussi de protéger les conditions d'émergence, finalement, de l'innovation artistique. Pour ce faire, il me semble, finalement, que ce qui reste toujours à questionner, c'est les logiques d'action derrière la rédaction, derrière l'étude des politiques culturelles qui permettent finalement de voir comment, en tant qu'analyste, là, ce que vous êtes, ce que visent en fait dans leur finalité ces politiques-là pour éviter pour pouvoir en poser un regard critique en fait sur ces politiques, faire une veille finalement de leurs impacts, mais pas seulement de leurs impacts très directs, mais aussi de leurs impacts sur à plus long terme sur notamment la représentation des métiers de la création, ce genre d'éléments beaucoup plus, flous, difficiles à saisir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.